je vous propose qu'on démarre. D'autres personnes nous rejoindront, vu qu'on a un programme relativement chargé. Tout d'abord, je voulais vous remercier, Jacques et Grégory, d'avoir accepté notre invitation pour parler d'un sujet important et qui intéresse beaucoup de monde, l'open innovation, construire et gérer un écosystème de partenaires. Je vais en parler rapidement avant de vous passer la main. Mais très rapidement, Costard, en fait, on est un cabinet d'experts spécialisé en performance économique. On est présent en France, en Suisse, au Brésil et au Maroc depuis 2014. Je vais juste fermer le son. Il y a un écho. On accompagne nos clients en fait dans tout ce qui est autour du pilotage de la performance et optimisation de la performance. Et depuis quelques années, on a été notamment sollicité par un certain nombre d'entreprises marocaines pour les accompagner sur le sujet d'innovation, notamment sur tout ce qui est adaptation des process, de l'organisation, des tableaux de bord, en fait, pour simplifier le travail avec des partenaires externes, notamment des startups. Et depuis, en fait, on a un partenariat avec nos amis de Hype. Jacques va vous présenter rapidement Hype avant de passer la parole à Grégory. On va vous faire une présentation sur un sujet important. On est en train de faire un petit livre blanc, une enquête sur les priorités des directions innovation du Maroc, les priorités 2022, qu'on partagera avec vous début février. On aura encore le plaisir d'avoir Jacques avec nous pour commenter les résultats. Mais en avant-première, je vais vous donner quelques éléments. La première priorité, en fait, qui ressort de cette enquête, dans laquelle on a une trentaine de répondants pour l'instant, c'est la mesure du ROI et être capable, en fait, de justifier, entre parenthèses, le retour sur investissement et l'innovation au sein des entreprises. La deuxième priorité, qui rejoint notre thématique, c'est pour ça aussi qu'on a choisi cette thématique, c'est comment en fait engager une communauté interne et externe autour des problématiques d'innovation. Et la troisième priorité, et on va en parler également, Jacques va en parler un petit peu, c'est tout ce qui est digitalisation des processus d'innovation. Donc, comme vous le voyez, au fait, le sujet d'engagement des partenaires internes et externes est un sujet clé de l'Open Innovation et on est ravis de partager avec vous notre vision, nos retours d'expérience autour de cette problématique. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, on vous donnera la parole également si vous souhaitez poser des questions en direct. À toi la parole, Jacques. Merci Karim. Grégory va partager son écran. Ok, donc est-ce que vous voyez maintenant la présentation? Ok. Écoutez, merci à tous de nous avoir rejoints. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire un focus particulier sur l'open innovation et en particulier la gestion de la relation avec un écosystème de partenaires, sachant que je vais vous présenter Hype. Hype couvre d'autres aspects en termes d'écosystème de l'innovation. Donc Hype est une société qui a été fondée maintenant il y a plus de 20 ans. C'est le leader européen dans le management de l'innovation. On compte plus de 300 clients actifs. On est présent sur différents continents et on est présent au travers de partenaires comme Costaos dans différents pays sur lesquels on n'a pas de présence physique directe. Next. Donc, Hype travaille avec de grands groupes pour les accompagner sur tout le processus d'innovation, et je reviendrai là-dessus après. On a des groupes de différentes tailles dans différents continents. On a le plaisir de travailler avec l'OCP au Maroc depuis plusieurs années pour les accompagner sur l'innovation interne. On va travailler aussi bien avec des groupes de recherche que des sociétés qui fournissent des services, des banques, des assurances, des sociétés qui sont dans le domaine aéronautique, technologique, énergie. Donc, notre champ d'application va être très vaste. La solution proposée par Hype, puisque Hype est un éditeur de solutions logicielles qui va aussi accompagner ses clients en termes de conseils, la solution qui va couvrir le cycle complet d'innovation de Hype va se composer de 4 piliers.
Donc, le premier pilier, c'est la partie Hype Stratégie, dont l'objectif va être de structurer la veille, structurer le partage d'informations dans le but d'alimenter les réflexions stratégiques sur les actions à mener pour aller de l'avant sur la stratégie d'innovation. Le deuxième pilier va être pour mobiliser l'ensemble des collaborateurs en interne autour de campagnes thématiques qui vont les amener à réfléchir à des idées, proposer des idées, commenter ces idées, voter, et la solution va accompagner toute la démarche jusqu'à l'évaluation, la sélection et la mise en œuvre de ces idées. Cette démarche peut être menée aussi bien sur de l'innovation au sein des collaborateurs, mais vous pouvez aussi impliquer des externes pour alimenter la réflexion en termes d'idées, en termes de besoins, en termes de bonnes pratiques. Le troisième pilier qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, c'est toute la partie qui va permettre de gérer l'écosystème de partenaires. Donc là, on est vraiment sur le volet Open Innovation. L'objectif, là, c'est de tracer l'ensemble des interactions que l'on va avoir avec des partenaires, mais aussi d'être capable de recruter de nouveaux partenaires qui vont pouvoir permettre d'apporter de la technologie, du savoir-faire autour des besoins identifiés par votre organisation. Et le dernier pilier, c'est tout ce qui est maturation, que ce soit des propositions issues des partenaires ou des idées issues des collaborateurs internes, dans le but de les amener vers une phase de projet. Donc tout ce qui est accompagnement de la structuration, de la maturation, du partage de tâches autour de cette notion d'innovation. Ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, et Grégory illustrera pourquoi cette démarche est importante, c'est de pouvoir structurer toute la démarche partenaire, c'est-à-dire pouvoir avoir une traçabilité de l'ensemble des échanges, avoir un catalogue efficace de l'ensemble des partenaires que l'on a, pouvoir gérer l'ensemble des interactions depuis le NDA jusqu'au cas d'usage que l'on va traiter avec eux et au lancement en phase projet. Ça, c'est pour la partie interne. C'est ce que j'appellerais l'équivalent d'un CRM à destination de la gestion du portefeuille de partenaires. Maintenant, si au-delà des partenaires connus internes, vous avez besoin d'identifier des partenaires externes, la solution va également vous le proposer. Vous allez donc pouvoir faire des appels à propositions ou faire du scouting de partenaires en s'appuyant sur des solutions propriétaires de Hype comme InnoSpot, qui a pour vocation de vous permettre de faire du scouting de start-up de façon très efficace, basé sur un algorithme d'intelligence artificielle, mais aussi en s'appuyant sur Crunchbase, qui est une base connue et réputée pour vous permettre de remonter l'ensemble de l'information de ces entités. Juste pour faire un petit focus avant de passer la parole à Grégory, la partie Hype Partnering va se composer de 4 cas d'usage chez nos clients. Donc, le premier cas d'usage chez nos clients, ça va être la gestion de l'ensemble des relations avec les partenaires. Donc, comme je le disais précédemment, pouvoir gérer toute la traçabilité des échanges, y compris un plugin avec Outlook qui vous permet de remonter automatiquement les mails que vous échangez avec ces partenaires, pouvoir tracer l'ensemble des informations liées au NDA que vous pouvez mettre en place avec eux, et aussi pouvoir gérer tout le deal flow depuis ce NDA en passant par l'évaluation du partenaire, un éventuel POC et le lancement d'un projet avec eux. Donc ça, c'est on va dire le cas d'usage cœur. Maintenant, vous pouvez aussi, grâce à cette plateforme, lancer des missions d'innovation. L'objectif, c'est qu'une business unit puisse solliciter en interne des experts autour d'un sujet donné, de façon à ce qu'elle trouve pour elle des partenaires pertinents, que ce soit des startups, des universités, des fournisseurs éventuellement. Donc, au travers d'un brief, vous allez échanger sur le besoin, vous accorder sur le besoin précis, et ensuite, vous allez du coup mandater une entité en interne pour trouver de façon précise les sociétés qui soit font déjà partie de votre portefeuille de partenaires, soit qui sont issues de partenaires qui ne sont encore à ce jour pas identifiés. Ce qui nous amène au troisième cas d'usage. Donc le troisième cas d'usage, c'est les appels à propositions. Vous allez pouvoir publier en externe des appels à propositions autour de thématiques sur lesquelles vous cherchez des compétences, des connaissances, de la technologie. Et là, donc, vous allez pouvoir ouvrir ça vers des
clusters de startups, par exemple, vers des universités, vers des partenaires, qui vont pouvoir renseigner leurs fiches partenaires, décrire leurs propositions en termes de valeur ajoutée, et ça va vous permettre d'engager un dialogue avec eux pour qualifier le fait que leur proposition peut être quelque chose qui vous intéresse dans le cadre de votre roadmap. Et enfin, le quatrième pilier, qui va être la possibilité, au-delà de ces appels à propositions qui seront en pool, c'est de faire du push, et là vraiment d'aller utiliser les fonctionnalités offertes par InnoSpot, qui est donc une des filiales de Hype, pour aller identifier des startups par pays, par technologie, par fonction, et d'avoir une veille récurrente sur quels sont les acteurs privilégiés que vous souhaitez intégrer dans votre processus et que vous allez pouvoir ensuite intégrer en termes de suivi de la démarche et de la relation que vous avez avec eux au sein de la plateforme Hype Partnering. Donc voilà le positionnement de la solution Hype et de l'écosystème Hype au service de l'innovation. Et je vais maintenant passer la parole à Grégory, de façon à ce qu'il vous présente, je vais dire, pourquoi l'ensemble de cette démarche est importante et structurante pour l'ensemble de nos clients. Merci Jacques, donc moi c'est Grégory. Avant de rejoindre Hype, pour me présenter brièvement, j'étais en charge de l'innovation dans un grand groupe français, dans lequel j'ai pu mettre en place donc, une innovation plus collaborative et participative et construire un écosystème de partenaires. Donc c'est pourquoi je vais vous présenter pourquoi est-ce que c'est important de construire cet écosystème de partenaires, quels sont les écueils à éviter que j'ai pu rencontrer et aussi que certains de nos clients Hype ont pu rencontrer, comment le construire, quelles sont les clés de réussite, et enfin, je vais vous montrer un petit tour d'horizon via des screenshots de la plateforme Hype Partnering. Donc, pourquoi construire un écosystème de partenaires? Donc, de par mon expérience, arrivé en 2016 au poste donc, d'innovation dans cette entreprise-là, dans ce groupe-là, structurellement, le monde dans lequel nous évoluons, le courrier en particulier, était en décroissance structurelle, et donc il fallait que l'on trouve des leviers de croissance pour contrecarrer cette décroissance structurelle, dans le but de trouver de nouveaux marchés. Et donc pour cela, nous avons décidé de partir vers une solution que maintenant beaucoup de monde connaît, qui sont les parcel lockers, ou ce qu'on va appeler les consignes automatiques. Donc, n'étant pas expert de ce domaine-là, il a fallu que nous cherchions des partenaires avec de confiance avec lesquels travailler pour mettre en place une solution commune et faire en sorte que ce soit productif et viable pour le partenaire et pour nous-mêmes. Et donc, nous avons mis en place cette solution-là de manière large à partir de 2017. Et il a fallu, bien sûr, faire évoluer cette solution-là via de nouvelles technologies et de nouvelles techniques afin que ces consignes automatiques puissent évoluer au fil des usages de nos clients. Et donc pour cela, par exemple, j'ai été mandaté de rechercher dans les écosystèmes qu'il pouvait y avoir en France en particulier, de trouver des partenaires adéquats pour mettre en place des technologies permettant de rendre plus autonomes ces consignes automatiques. Donc en particulier, par exemple, comme vous pouvez le voir, les panneaux solaires. Mais nous avons aussi cherché d'autres types de partenaires pour nous aider à créer les consignes automatiques de demain. Et donc, je vous ai parlé de ce cas-là en particulier, parce que depuis que l'homme a créé, on va dire, tout un environnement de connaissances, de compétences et apprend, donc j'ai souhaité imager tout ce que l'homme a emmagasiné depuis presque une centaine d'années, avec l'expansion de l'univers. Au départ, on avait des connaissances relativement limitées et on avait un nombre de savoirs, de technologies et même d'entreprises qui étaient relativement limité. Et avec l'industrialisation,
l'avènement de la science vraiment, nous avons vu un panel extrêmement large de connaissances, de compétences, de nouvelles technologies et d'entreprises qui apparaît tous les jours et qui grossit de manière exponentielle, exactement comme pourrait le faire l'univers. Et donc, j'ai voulu illustrer ça avec l'univers parce que c'est vraiment très, très parlant. Et donc, c'est tellement parlant que McKinsey, il n'y a pas si longtemps, en 2018, a fait un graphique et une analyse complète du SP 500, donc c'est le Standard & Poor's 500, et en l'an 2000, la plupart des entreprises qui composaient le Standard & Poor's avaient une moyenne d'âge de 85 ans, ce qui voulait dire que c'était des très grosses entreprises qui avaient un très très grand passif et vécu, et donc qui avaient su évoluer au fil du temps et suivre vraiment l'évolution. Parce qu'à ce moment-là, l'évolution était relativement limitée. Depuis 2018, cette moyenne d'âge est tombée à 33 ans. Ce qui veut dire que l'écosystème global des connaissances, compétences et des entreprises a drastiquement changé. Et on estime qu'en 2027, ou à horizon 2027, cette moyenne d'âge va descendre à 12 ans. Sachant qu'à l'heure actuelle, les principales licornes ont en moyenne un âge de 6 ans. Donc, pour rappel, une licorne est une entreprise ou une start-up donc, qui n'est pas cotée, mais qui serait valorisée 1 milliard d'euros ou de dollars. Et donc, on estime qu'en 2027, ces startups donc, auront environ 10-12 ans. Et donc, remplaceront une grande partie des entreprises déjà existantes dans le Standard & Poor's. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment être alerte sur l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise et donc anticiper ces mouvements en créant justement cet écosystème de partenaires. Donc, plus précisément, pourquoi vraiment le construire? Comme j'ai pu vous le montrer via l'expansion de l'univers, on ne peut pas être expert dans l'ensemble de tous les domaines existants. Ou alors cela demanderait beaucoup trop de temps et d'investissement pour réussir à comprendre l'ensemble de tous les domaines, avoir un apprentissage de l'état de l'art, le maîtriser pour ensuite pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Ensuite, un des avantages va être de créer des liens plus forts que simplement client-fournisseur. Quand nous avons des clients ou alors que nous avons des fournisseurs, généralement, l'échange se fait de manière unidirectionnelle, très très peu bidirectionnelle, dans l'amélioration des produits. Et donc le but va être de co-créer ensemble, se mobiliser pour avoir plus de compétences, plus de points de vue différents, dans le but de créer de l'intelligence collective. Et donc de pouvoir rester compétitif et de pouvoir économiser, donc comme j'ai pu le dire, sur le temps, les ressources et sur l'argent. Et il est très très difficile de se disrupter. L'histoire des entreprises nous l'a montré à plusieurs reprises que de se disrupter soi-même est extrêmement difficile. Et donc c'est plus facile de le faire en ayant un écosystème de partenaires sur lequel on a confiance et avec lesquels on va pouvoir créer des briques qui sortent de notre zone de confort et qui vont disrupter nos produits pour créer justement de la nouvelle valeur. Et donc, in fine, rester compétitif. Alors, quels sont les écueils vraiment à éviter? Avoir une stratégie partenariale en particulier qui va être mal définie. Ça peut arriver que nos idées ne soient pas très très claires quand on veut mettre en place cet écosystème-là. Et donc, on va mandater une personne au sein de l'entreprise pour réaliser cet écosystème. Et donc, ne va pas forcément élaborer une stratégie particulière avec des vraies étapes. Et donc, risque de faire échouer cette mission-là. Comme j'ai pu le dire, toutes les relations ne sont pas forcément transactionnelles comme client-fournisseur ou alors comme entreprise qui va délivrer du service. Le but étant de vraiment co-construire ensemble et de ne pas simplement dire toi en tant que fournisseur ou en tant que
que partenaire, je vais simplement payer un service, payer des ressources ou simplement gagner du temps. Le but étant vraiment d'aller un cran au-dessus de ça. Malgré le fait d'avoir une stratégie partenariale ou une stratégie plus globale d'innovation bien définie, il faut toujours aligner les ressources et les actions avec cette stratégie. Si les actions engagées sont insuffisantes, forcément, on ne va pas pouvoir réussir à atteindre les objectifs que l'on s'était fixés. Peter Drucker a dit que la culture mangeait de la stratégie au petit déjeuner. Ça veut dire qu'en fait, si la culture de l'entreprise n'est pas adaptée à la stratégie que l'on souhaite mettre en place, in fine, la stratégie échouera. Et donc, il y a vraiment quelque chose à apporter de plus dans l'entreprise que simplement une stratégie, avec des actions et des ressources à vraiment mettre en place. Ensuite, un écueil qui est très important aussi à éviter va être de sous-estimer l'alignement stratégique, organisationnel ou autre avec ses partenaires. Par exemple, dans mon cas, et étant dans un grand groupe français, les objectifs et les outils et même les workflows mis en place étaient fondamentalement différents d'une start-up, des universitaires ou même d'autres partenaires qui n'étaient pas issus de l'industrie. Il faut donc faire en sorte de comprendre vraiment les partenaires avec lesquels on va travailler pour aligner ensemble notre stratégie. Et enfin, des outils adaptés. Pour mon cas, j'avais mis en place la solution Hype pour justement avoir un outil qui était capable de tenir et de supporter l'ensemble des processus et des ressources que je voulais mettre en place pour ma stratégie d'innovation globale et en particulier partenariale. Alors, comment nous allons réussir à construire cet écosystème? Je vais vous exposer ici 4 points qui vont sembler peut-être bateaux, très simples, mais qui sont vraiment fondamentaux pour réussir à construire cet écosystème. Comme j'ai pu le dire, souvent, ça arrive que la direction d'innovation ou alors le comité exécutif se rende compte qu'il faut mettre en place un écosystème de partenaires parce que c'est extrêmement important, va mandater une personne sans réellement définir de stratégie et créer un cadre dans lequel ce sera possible de créer cet écosystème. Donc avant toute chose, avant de réellement commencer à construire, il va falloir analyser l'entreprise, son entreprise, analyser ses forces, ses faiblesses, être sûr de qui on est, de son identité, pour pouvoir ensuite mettre en place une vision, une stratégie. C'est vraiment extrêmement important. Et cette stratégie doit être accompagnée d'une gouvernance. Comme je peux le dire, la culture mange de la stratégie au petit déjeuner. Ce qui veut dire que si on ne change pas la gouvernance, donc en mettant en place des rôles, des responsabilités et en tentant de changer la culture pour que la culture embrasse cette vision et cette stratégie, alors ça ne marchera pas. Donc, vision qui se décline en stratégie et avec une gouvernance. Rôle, responsabilité, workflow, etc. Ensuite, cette vision va devoir s'accompagner d'actions réelles sur le terrain. Et donc, pour ça, mettre en œuvre cette vision grâce à des outils adaptés, comme j'ai pu le dire, en particulier Hype Partnering, et des actions liées à la gouvernance. Donc, des workflows définis, des entrées et des sorties définies aussi. Donc, de quoi j'ai besoin d'entrée, par quel workflow cela va passer, et in fine, qu'est-ce que j'attends en sortie. Voilà. Si ces éléments-là ne sont pas définis, alors lorsque vous allez tenter de rajouter un partenaire à votre écosystème, c'est possible que ce partenaire-là ne puisse pas être intégré parce que le reste de l'écosystème n'y est pas prêt, ou alors que les différents départements ou business units de votre entreprise n'aient pas le temps ou n'aient pas les ressources pour pouvoir discuter ou parler ou échanger avec ce partenaire. Donc il faut vraiment que l'ensemble de toutes les processus et workflows soient vraiment bien définis, avec entrée et sortie. Et enfin, faire de la gestion. Donc une veille active, donc en vous déplaçant physiquement dans des incubateurs, par exemple, dans des pools dédiés, comme il peut y avoir en France, j'imagine qu'au Maroc, il doit aussi y avoir ce genre de pool de start-up, de jeunes pousses ou du networking
au sein de différentes entreprises ou groupes d'entreprises, avoir des outils dédiés à la veille active. Donc, par exemple, dans le cas de High Partnering, InnoSpot, qui va vous permettre de réellement faire une forte veille sur les compagnies, du monde entier, de manière géographique, sur les startups et sur les très jeunes pousses. Et enfin, faire de la communication en interne et en externe avec vos partenaires et maintenir un niveau d'interaction suffisant pour que la confiance reste et au contraire monte encore d'un cran. Et donc, ces quatre briques doivent être imaginées comme étant un processus global et continu. Et au fur et à mesure de la gestion de votre portefeuille partenaire, devoir réanalyser les forces et faiblesses de l'écosystème, de vos processus, afin de réadapter la stratégie, la gouvernance, et ensuite redécliner de nouvelles actions pour fine-tuner ou pour vérifier que tout fonctionne bien au fil du temps. Quelles vont être les clés de réussite? Donc, pour cela, je me suis basé à la fois sur l'expérience que j'ai pu avoir et aussi sur, un pool représentatif des clients Hype, donc par exemple Saint-Gobain, BIC ou Fujitsu ou d'autres, qui ont été interviewés afin de d'écrire un livre blanc concernant la gestion des partenaires. Ce livre blanc sera mis à disposition très prochainement et donc un peu en avant-première, j'ai synthétisé ce document pour vous permettre d'avoir déjà un premier jeu de clés de réussite, sachant que ce ne sera pas exhaustif. En 1, la problématique qui est vraiment numéro 1, ça va être de réellement identifier le problème que vous souhaitez résoudre et de mettre en place des critères de sélection de solutions qui vont réellement cibler ce problème et vont vous permettre du coup de trouver la meilleure solution possible pour ce problème. Quand j'entends solution, je veux dire solution des partenaires. Et donc pour cela, vous allez devoir vous assurer de connaître réellement toutes les contraintes de ce problème-là, et aussi de vos équipes et vos business units, ou de la roadmap de vos produits et leurs priorités, hem, pour, pour vérifier que, les ressources qui soient engagées le soient réellement. Parce que si on définit une contrainte qui finalement n'est pas la bonne, et une priorité qui n'est pas la bonne, on risque de définir, ou d'utiliser des ressources en interne ou au sein du partenaire qui finalement va se désintéresser ou se désengager de la problématique parce que, pas réellement concerné. Ou alors, le problème a mal été identifié ou les critères, de sélection, ce qui fait qu'au final on risque de perdre du temps et des efforts et in fine de faire échouer peut-être, un futur partenariat avec, ces partenaires-là. Donc en 1, borner réellement le problème et les critères de sélection et s'assurer que tout va être mis en place pour, s'assurer d'un engagement complet. Deuxièmement, un coordinateur qui est passionné dans un cadre défini. Donc, quand je vous parlais de stratégie de gouvernance, typiquement, nous sommes dans ce cas-là, faire en sorte que les rôles, les processus et les workflows soient adaptés vraiment au contexte. Le but étant toujours de minimiser les risques pour l'entreprise et pour les futurs partenaires et pour les équipes qui seront amenées à travailler. Donc ces rôles doivent être définis en amont, avec les processus et les workflows et surtout de vraiment comprendre, du coup, le les futurs partenaires avec lesquels on pourrait travailler. Ensuite, utiliser les bons outils. C'est extrêmement important. On va pas visser une vis avec un marteau, par exemple. On pourrait, mais c'est pas adapté. Le but étant de toujours avoir les meilleurs outils adaptés à vos besoins, adaptés à vos processus et aux partenaires. Et donc, il faut avoir une plateforme qui va vous permettre de pouvoir découvrir, bien sûr, des partenaires, qui va vous permettre de pouvoir suivre ces partenaires, les travaux que vous allez réaliser avec eux, pouvoir
comme a pu le mentionner Jacques, pouvoir échanger directement avec eux et suivre tout ce qui se passe avec ce partenaire-là et les différentes opportunités ou alors use cases que vous allez pouvoir générer ensemble. Et ensuite, pouvoir aussi donc, pouvoir gérer des partenaires externes. Le plus, pour moi, et aussi pour d'autres clients qui ont été interviewés, va être d'avoir une ouverture de votre outil sur le cycle complet d'innovation. Le partenariat, la gestion de partenaires est une partie de l'innovation, et au plus vous êtes capable de pouvoir suivre le cycle complet de l'innovation, donc à savoir de la vision, donc la stratégie, jusqu'à en arriver à l'intégration projet, avoir une plateforme globale qui va vous permettre de suivre chacun des éléments pour être sûr de minimiser la stratégie, de minimiser les risques et les efforts sur la stratégie, l'identification des partenaires et des solutions, sur la mise en œuvre de ces solutions et sur la gestion de vos partenaires. Le but étant de pérenniser la démarche d'innovation globale au sein de l'entreprise, avec un focus ici sur la gestion des partenaires. Et ensuite, créer de la confiance et de la transparence grâce à une vision à long terme, pas seulement vous en tant qu'entreprise, mais en tant que co-création avec le partenaire. Au plus on va avoir confiance en quelqu'un, et au plus on pourra travailler de manière proche avec. Et donc, pour obtenir cette confiance, rien de mieux que la transparence. Et donc, pour ça, il va falloir prendre en compte les différences organisationnelles, culturelles, de taille, les outils, par exemple. Prendre en compte toutes ces différences-là avec ses partenaires pour pouvoir co-construire ensemble une feuille de route. Cette feuille de route sera commune aux partenaires et à l'entreprise en termes de vision, de stratégie, d'objectifs, d'indicateurs et de ressources, et autres s'il en existe. Le but étant d'être sûr que l'alignement entre les solutions entre la solution du partenaire et le partenaire et vous-même soit en cohérence, en synergie, pour que le partenariat dure longtemps et permettre de générer plus que simplement la solution initiale. Peut-être que ce partenaire a un potentiel très fort sur d'autres solutions, et d'avoir ce partenaire-là dans votre portefeuille partenaire et aussi lui dans son portefeuille partenaire va vous permettre de co-créer ou de co-construire sur d'autres éléments qui pourraient subvenir ultérieurement. Donc, voici une liste non exhaustive des partenaires, nos partenaires qui utilisent Hype, qui eux-mêmes ont des partenaires grâce à notre plateforme. Donc, vous pouvez le voir sur différents types d'entreprises ou de secteurs. Ça peut être sociétal, ça peut être du client direct, donc du B2C, ça peut être du B2B, donc vraiment de professionnel à professionnel, ça peut être vraiment des startups universitaires. Vous voyez que c'est vraiment dans des domaines complètement différents, avec des entreprises de taille complètement différents et sur des secteurs d'activité aussi complètement différents. Et chacun d'eux gère son écosystème grâce à Hype Partnering. Et donc là, je vais vous faire un petit focus sur Hype Partnering pour vous montrer en particulier les cas d'usage que nous avons pu voir avec Jacques tout à l'heure, via aussi des screenshots qui vont permettre de mieux appréhender la plateforme. Donc généralement, lorsqu'on souhaite obtenir un partenaire ou alors avoir une solution, ça commence toujours par un problème que nous avons. Un problème qu'on ne peut pas résoudre via les ressources internes, ou alors possiblement oui, mais trop chronophage, énergivore en temps, en ressources, en argent. Et donc, la problématique va être identifiée. Généralement, sera postée sous forme de mission, comme a pu vous le mentionner Jacques,
Donc voici l'interface de gestion des missions qui va vous permettre de décrire au maximum la problématique que vous avez avec l'ensemble des critères de sélection pour que la personne au sein du pôle de gestion des partenaires puisse réellement comprendre quel est le besoin et quels sont les critères qui pour vous sont le plus importants pour la réussite de la mission, donc de votre problématique à vous. La personne en charge de cette mission qui acceptera du coup de trouver la meilleure solution pour vous, aura pour cela plusieurs possibilités. En particulier, donc faire une recherche sur l'ensemble des partenaires déjà existants sur la plateforme. Si le partenaire existe déjà, alors directement le contacter pour créer une nouvelle opportunité avec ce partenaire-là basé sur le problème exprimé. Ou alors, s'il n'existe pas dans votre portefeuille partenaire, faire appel à proposition grâce à des campagnes dédiées qui vont vous permettre d'exposer la plus largement la problématique que vous avez et de pouvoir la diffuser via l'URL au monde entier si vous le souhaitez, ou alors à une sous-partie. Et donc, les potentiels partenaires intéressés par cette problématique vont pouvoir mettre à disposition leurs propositions ou leurs solutions sur cette plateforme-là. Et vous allez pouvoir derrière traiter toutes ces propositions-là et voir quelles seraient les meilleures solutions pour votre mission. Ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez faire du scouting via InnoSpot, donc qui est un Google-like, un moteur de recherche, mais dédié vraiment aux startups, universitaires et vraiment entreprises. Comme vous pouvez le voir sur le screenshot qui est là, vous allez pouvoir avoir du multi-critère géographique, par exemple, par année, ou par âge, par entreprise, par secteur d'activité, et encore d'autres critères, pour cibler au mieux quel potentiel partenaire pourrait être intéressant pour régler la problématique de la mission. Pouvoir ensuite faire une veille active sur cette liste restreinte que vous avez pu trouver sur InnoSpot et in fine pouvoir l'importer dans la solution Hype et pouvoir ensuite gérer votre partenaire. Et donc voici une page partenaire, donc sur votre gauche de l'écran, avec la présentation du partenaire qui a été récupéré depuis InnoSpot et depuis Crunchbase si ce partenaire existe déjà sur Crunchbase. Et ensuite, vous allez pouvoir avoir sur la gauche de votre écran les différents use cases qui sont en cours de développement avec ce partenaire-là ou en cours d'analyse, les propositions que ce partenaire a pu déjà soumettre lors d'appels à propositions, des idées, si vous avez Hype Idéation, des idées qui ont été générées par les collaborateurs, car la fiche client les a inspirés. Et donc, vous pouvez voir une interaction plus profonde et l'intérêt d'avoir un outil complet et global, pouvoir générer plus d'inspiration. Ensuite, pouvoir gérer les contacts de ce partenaire-là. Et donc, via un petit plugin existant, vous allez pouvoir retracer et importer de manière automatique tous les échanges d'emails, par exemple, qui seront faits sur Outlook, pour directement venir alimenter la page partenaire. Et enfin, de pouvoir gérer aussi des NDA, donc tout ce qui va être des contrats de non-divulgation, pour être sûr pour créer cette transparence en fait et cette confiance avec le partenaire. Et sur la droite du premier screenshot, vous allez pouvoir mettre en place donc des discussions internes pour l'équipe en charge de la gestion des partenaires, pour discuter autour de ce partenaire, voir quelles seraient les évolutions possibles ou pas avec ce partenaire. Avoir aussi une option qui va vous permettre de parler directement avec ce partenaire sur la plateforme. Donc,
comme un chat ou alors comme un forum, pour pouvoir inviter le partenaire sur la plateforme et pouvoir échanger avec lui en direct. C'est beaucoup plus pratique et facile pour tracer l'ensemble de tous les échanges. Et enfin, sur la droite, vous avez une liste non exhaustive aussi des KPI disponibles pour vérifier la vitalité de votre parc de partenaires et de mieux comprendre l'usage que vous faites de vos partenaires. Donc, à savoir, finalement, je me rends compte que mes partenaires sont plutôt de type start-up ou plutôt de type grande entreprise avec telle ou telle particularité. Est-ce que j'ai des use cases ou des opportunités qui sont déjà en cours avec ces partenaires-là? Si oui, à quelle étape est-ce qu'ils en sont, etc. Sachant que ces KPI-là sont disponibles sur la plateforme par défaut et qu'il existe un module qui s'appelle Power BI. Et donc, nous avons intégré un module qui va vous permettre d'exporter sur Power BI, si vous le possédez, l'ensemble de toutes les données des partenaires et même de stratégie, idéation et project, dans le but de consolider vos propres rapports, vos propres KPI, en les consolidant avec d'autres données qui viendraient d'autres systèmes au sein de votre entreprise. Le but étant de créer le plus possible d'intelligence et de connaissances autour de votre utilisation des partenaires et de manière plus globale de votre innovation, dans le but de faire en sorte que votre innovation progresse et vous aussi sur la gestion de vos partenaires et sur votre parc ou sur votre portfolio produit. Donc voilà. J'espère que j'ai pu répondre à l'attente que vous aviez de pourquoi créer un écosystème et comment le construire et le manager. Merci beaucoup Grégory pour ce retour d'expérience. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Quelqu'un souhaite intervenir? Une première question pour que tout le monde se lâche après. Du coup, je vais faire une petite remarque, Grégory. Moi, j'ai bien aimé quand tu parlais en fait, des facteurs clés de succès de la gestion d'un écosystème de partenaires, et notamment la nécessité d'adapter les processus d'organisation au fait, à ce type de partenaire. Je raconte rapidement en fait, un cas d'usage qu'on a rencontré chez un client ici au Maroc où la direction de l'innovation avait défini un peu sa stratégie, avait lancé en fait des événements de type hackathon, avait identifié quelques startups en fait, pour commencer à travailler sur quelques cas d'usage. Et puis, on commençait à avoir les problèmes, c'est-à-dire les achats qui disent ben non, on peut lancer un appel d'offres. On sait tous que les appels d'offres, c'est anti-innovation. La DSI qui dit ben, on n'a pas les moyens ou on ne veut pas mettre à disposition des environnements cloud, par exemple. On n'a pas de base de données anonymisée. Les équipes métiers au fait, qui bloquaient un petit peu par peur. Il y avait le sujet juridique sur, qui a parlé de NDA, mais aussi sur les contrats, de version juridique, proposer des contrats de 70 pages pour les startups. Il y avait le sujet de la propriété intellectuelle qui est très important, notamment quand on travaille avec les startups technologiques. Et du coup, en fait, la direction de l'innovation se trouvait un peu bloquée, entre parenthèses, pour pouvoir passer à la c'est sympa, c'est important dans des événements des hackathons, mais ce qui est important, c'est de passer à l'acte, faire des POC, des MVP, des prototypes, et tout à fait à l'échelle après. Et donc, il y a eu un travail important, en fait, de mettre en place un kit du l'écosystème partenaire des startups avec des contrats très simples qui intègrent l'essentiel, avec des process adaptés, avec des fast tracks pour l'émission des bons de commande ou le traitement des factures. Et donc, tout un dispositif de process avec un process adapté, avec un interlocuteur unique au sein de l'entreprise pour parler de startup, et tout un dispositif, en fait, qui va permettre justement de construire cette relation avec les partenaires et de la pérenniser. Après, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de savoir parmi les différents participants à ce webinaire, si vous avez justement cette démarche
de construction d'un écosystème de partenaires. Quel est votre retour d'expérience sur le sujet? Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer dans le partage de son propre retour d'expérience, mais ce serait intéressant pour tout le monde. N'oubliez pas de désactiver votre micro, au cas où. Peut-être je peux commencer. Allez-y, je t'en prie. Juste une petite note. Peut-être, bon, nous sommes vraiment au début, chez GISA, au début de création de ce mindset d'innovation et d'un écosystème. Mais un des challenges déjà que je perçois effectivement, c'est d'adapter effectivement les process d'achat surtout, relatif à la capacité de gérer voilà, des proof of concept plus rapidement, des pilotes et être capable aussi de créer suffisamment d'awareness côté opérationnel pour que les gens s'immobilisent rapidement. Le deuxième point, je pense, sur lequel je ne sais pas s'il y a un retour d'expérience, c'est plutôt quand on a un partenaire, comment jouer au fait sur... Parce que le risque, c'est que avec une vision commune, une roadmap commune, etc., c'est que les prix tendent à se stabiliser ou à augmenter, surtout que dans la première phase de sélection, les gens poussent un petit peu leur prix à la baisse, mais par la suite, pour construire une relation de long terme, on est obligé de s'adapter quand même à une sorte de partenariat équitable. Mais je me suis toujours posé la question de si il fallait peut-être une bonne idée d'avoir sur les mêmes scopes deux ou trois partenaires plutôt que un pour challenger un petit peu sur les aspects coûts et sur les aspects de rendu, de qualité, etc. Quelle était peut-être la meilleure manière de faire intervenir ça sans que ça brise un petit peu la relation de confiance que l'on peut avoir avec le partenaire quand il se sent en position confortable d'exclusivité. C'est clairement un point important. L'idée, au fait, c'est bien évidemment de faire confiance, au fait, ça doit, vous avez utilisé le terme partenariat, on est vraiment dans une relation de partenariat. C'est aussi le rôle de l'entreprise d'accompagner ces acteurs qui vont, en fait, nous ramener de l'innovation, qui vont nous ramener un mindset, une autre façon de faire. Mais c'est aussi notre rôle, en fait, de les faire grandir et de les accompagner. D'autant plus qu'au début, certains vont être en fait limite dépendants en fait de nous, dépendants financièrement de nous, et ça peut poser des risques. Donc, pour les aider à trouver d'autres clients. Et par contre, en fait, c'est important de pouvoir les challenger également. J'ai vu récemment des articles en fait sur des startups en Europe qui ont levé des fonds importants en parlant d'intelligence artificielle, de blockchain, des choses comme ça, et on se rend compte que derrière il n'y avait pas grand-chose. Et donc l'outil Hive permet en fait, notamment de définir des grilles en fait, de critères qui vont permettre en fait, de qualifier en fait, ces startups-là, pouvoir les challenger et pouvoir sélectionner après les meilleurs. Mais le fait d'en avoir deux ou trois sur des use cases particuliers est plutôt une bonne pratique. Et pour répondre sur la question sur les coûts, parmi les bonnes pratiques, au fait, c'est de mettre en place un pilotage financier adapté à ce genre de projet et à ce genre de partenaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément définir un budget pour l'ensemble du projet, mais on va être dans une démarche un peu lean startup où on va mettre en fait un budget, un petit budget pour faire un POC. À la fin du POC, on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. On va éliminer en fait quelques use cases, quelques projets, quelques startups. On va donner une deuxième enveloppe en fait aux startups restantes pour faire un prototype. Et puis pareil, à la fin, on va éliminer ceux dont la probabilité du succès n'est pas importante, et donner une troisième petite enveloppe pour faire un MVP, et puis à partir de là, passer à l'échelle. Donc, ce genre de dispositif nécessite effectivement de mettre en place un dispositif de pilotage financier adapté qui permet de réduire les risques et donc d'optimiser les coûts.
C'est exactement du coup ce que propose Hype Partnering avec la mise en place, comme vous pouvez le voir ici sur mon écran, de ce qu'on appelle des use cases ou alors des opportunités qui vont vous permettre donc par partenaire de pouvoir créer donc ces petits POC et justement de pouvoir qualifier la solution qu'ils proposent et de la faire grandir jusqu'à en arriver à se dire oui ou non on travaille avec. Alors, est-ce que tu peux zoomer? voilà, je vais zoomer un petit peu. Est-ce que là c'est mieux? Ici, sur le côté, je ne sais pas si vous voyez. Oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc les use cases. Et en fait, ces use cases vont vous permettre donc de gérer plusieurs solutions de ce partenaire et de vérifier la viabilité de cette solution-là. Et ensuite, via Hype Project, ce que Karim a dit sur le Lean Startup Approach, donc de faire un premier tour de table, de faire un premier petit POC, et ensuite, en fonction de ces résultats-là, voir si on continue ou non pour minimiser les risques avec cette solution-là ou ce partenaire-là, pour ensuite passer à l'étape d'après, qui est augmenter un peu le POC, etc., etc., etc. Et donc, éliminer les solutions qui ne sont pas viables, minimiser les risques et in fine maximiser derrière le rendu que l'on va avoir avec la solution que l'on aura choisie. Est-ce que vous avez d'autres retours d'expérience qui pourraient être intéressants pour l'ensemble des participants? En tout cas, merci pour cette première contribution. Effectivement. Donc, pour mieux connaître quel est votre degré de maturité par rapport à cette thématique, si ce sont des thématiques importantes pour vos entreprises, cette construction d'écosystèmes de partenaires dans une perspective de mise en place d'une démarche d'open innovation. En attendant d'avoir cette question, moi j'en ai une, pour comme la réponse, je pense que c'est intéressant de partager. Sur le fonctionnement de InnoSpot, que je comprends, Jacques, c'est que c'est un outil qui permet de scanner le net, notamment les réseaux sociaux, mais pas que, pour pouvoir identifier au fait des startups dans le monde entier. Et on a fait l'exercice au fait pour identifier des startups, notamment marocaines et africaines. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il y avait une question pendant que Grégory parlait sur InnoSpot. Oui, donc InnoSpot, c'est une société qui a basé son business model sur l'analyse du web en continu, basée sur un moteur d'IA. L'objectif, c'est de détecter parmi l'ensemble des sites web qui sont créés, ceux qui sont issus de startups, donc des sociétés qui proposent du savoir-faire, des technologies, et qui pourraient être à même de remplir des besoins d'autres sociétés. Donc là, l'algorithme, il est vraiment pour crawler le web en continu et vous proposer de façon très régulière des nouvelles entités qui ne sont encore des fois pas visibles de plus grandes structures comme par exemple Crunchbase, qui elle ne va référencer que des entités qui ont déjà, on va dire, un certain background. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être en veille active, de pouvoir être à l'affût de choses qui pourraient être très pertinentes, mais aussi, bien sûr, dans cette base de données, vous aurez accès à l'ensemble des sociétés qui sont plus matures et vous pourrez faire du coup un landscaping par pays, par technologie, vous pourrez croiser tout ça. Vous avez aussi une fonction qui va être très intéressante dans InnoSpot, qui va vous permettre, à partir du moment où vous avez identifié un partenaire, de vous proposer des partenaires similaires. Et ces partenaires similaires vont être identifiés par rapport à leur savoir-faire, à leur technologie sur l'ensemble des publications qu'ils font. Donc c'est là aussi où InnoSpot va être intéressant, c'est qu'il ne va pas se restreindre à quelques mots-clés et quelques chiffres-clés sur des entités, mais vraiment analyser l'ensemble de la data par rapport à une entité pour pouvoir vous présenter de l'information pertinente, avec en particulier cette notion de partenaire similaire qui peut être très pertinent justement pour essayer de trouver des alternatives ou d'enrichir son portefeuille autour d'un domaine que l'on maîtrise déjà. Et donc, cette solution peut être utilisée en standalone, mais est intégrée dans la solution Hype. Et donc, quand vous avez Hype Partnering, vous pouvez directement interroger InnoSpot depuis la solution Hype
ou vous pouvez utiliser cette solution en standalone si dans un premier temps, vous n'avez pas intégré la solution Hype Partnering ou l'écosystème Hype en général. Et InnoSpot, pour ajouter un petit élément, InnoSpot va être capable de pouvoir voir les différences d'une page web. Donc, par exemple, si vous suivez une startup en particulier qui vous intéresse, si la startup pivote sur ses produits et change du coup sa page web, vous en serez informé et vous verrez le nouveau choix ou les modifications qui ont été apportées à la startup pour ne jamais manquer justement de toutes ces modifications-là. C'est vraiment un fort avantage que InnoSpot possède. Alors, est-ce que parmi les participants, vous avez déjà travaillé avec des startups et du coup, quelles potentielles problématiques vous avez rencontrées pour soit les identifier, soit pour établir un partenariat réussi avec elles? Est-ce que quelqu'un a un témoignage sur le sujet de sa relation avec les startups? On a vraiment dû être très clair. Ou les gens sont très timides, je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas si dans ce logiciel, il y a de la donnée sur les startups marocaines. Le pavé est dans une couleur un peu grisée. Tout à fait. On a fait l'exercice à plusieurs reprises. Et si le sujet vous intéresse, on pourra organiser une présentation dédiée. Là, l'objectif, c'était de vous donner une vision des possibles, une vision de l'intérêt stratégique de mettre en place un écosystème de partenaires, mais bien évidemment qu'on pourra aller plus en détail sur des présentations. Et oui, vous pouvez avoir un panel de startups, et en particulier marocaines, et d'ailleurs pas que des startups, hein, ce sont des sociétés qui peuvent vous fournir de la technologie, du savoir-faire marocain ou africain qui sont disponibles dans la base de données. InnoSpot ne s'arrête absolument pas à la notion européenne ou américaine ou occidentale des choses. Elle va scroller des startups sur l'ensemble du web, en fait, donc sur l'ensemble de la planète par définition. Une question, s'il vous plaît. Allez-y. Ouais, je ne sais pas si vous C'est m'entendez. parfait, on vous entend. Parfait. J'ai une petite question concernant ces startups-là. En fait, comment vous faites pour les choisir? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce que c'est eux qui font des soumissions pour faire partie de cette communauté? Ou quel est un petit peu les critères un petit peu pour faire ce genre de choix? Alors, vous parlez de InnoSpot ou de la solution Hype Partnering qui permet de gérer la relation avec les partenaires? C'est plutôt InnoSpot. Si j'ai bien compris, InnoSpot, c'est vraiment une base en fait de start-up. C'est ça, si j'ai bien te suivi, quoi. En fait, InnoSpot, c'est un outil de scouting dont l'objet est de vous permettre de trouver des startups. Le gros intérêt d'InnoSpot, c'est que justement, les sociétés, les startups en question, n'ont pas à souscrire ou à se présenter pour être identifiées. Elles sont identifiées parce qu'elles publient. Elles sont identifiées par le moteur d'IA qui automatiquement va aller chercher ces nouvelles startups, va les référencer et va les suivre. Et c'est justement l'intérêt par rapport à un outil comme Crunchbase qui, elle, référence des sociétés avec leurs données clés, mais qui s'appuie plus sur du déclaratif. Donc, il faut qu'il y ait une démarche des startups pour être intégrée dans la base Crunchbase, alors qu'à l'inverse, InnoSpot va faire du pool et va aller chercher automatiquement ces startups. En fait, de manière peut-être plus simple, c'est exactement comme un Google-like. C'est comme Google, c'est un moteur de recherche. D'ailleurs, sur mon écran, si vous le voyez toujours, en haut, vous avez une barre de recherche au niveau de ma souris qui bouge. Et en fait, donc dans cette barre de recherche, vous allez pouvoir marquer les mots-clés qui vous intéressent ou alors le nom de l'entreprise si vous la connaissez directement. Et en fait, InnoSpot va scanner le web complet et vous proposer
une série de startups. Et cette liste de startups, vous allez pouvoir la filtrer par âge, par type, par taille, par géographie. C'est vraiment un moteur de recherche. Et pour compléter ce que tu dis, Grégory, et ce qu'a dit Jacques, ça c'est pour la partie scouting, donc identification de start-up. Après, dans Hype Partnering, il y a tout le volet, au fait, comme l'a dit Jacques, de type CRM, donc de qualification des start-up, de sollicitation pour des appels à projets, de recevoir leurs propositions, de pouvoir les challenger, de pouvoir les noter, et de pouvoir en fait, derrière en fait, aboutir à un projet ou pas et commencer la collaboration. Et le scouting proposé par InnoSpot au sein de Hype est un des 4 piliers de l'outil Hype Partnering. Il peut être utilisé de façon autonome, mais il fait partie intégrante des 4 piliers proposés par la solution Hype Partnering. Y a-t-il d'autres partages d'expérience ou d'autres questions? Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, un dernier appel. Non. Merci beaucoup, Jacques et Grégory. On partagera avec vous le support qui a été présenté et s'il y a des sujets particuliers que vous souhaiteriez creuser sur InnoSpot, sur Hype, sur les process. L'intérêt aussi de Hype, c'est qu'au-delà de l'outillage, Hype a une activité de consulting autour de l'innovation et on travaille ensemble notamment en fait pour accompagner nos clients à travers des bonnes pratiques, des use cases, notamment sur le process, mais également sur la stratégie, sur comment engager une communauté de partenaires. S'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous solliciter. On vous fera plaisir de vous faire une présentation de retour d'expérience, donc n'hésitez vraiment pas. On est effectivement à votre disposition pour creuser certains des sujets que l'on a abordés, y compris les sujets qui font partie de l'écosystème global de la solution, qui sont autres que cette notion de gestion de la relation partenaire et qui peuvent être la structuration de la stratégie et de la veille ou tout ce qui est démarche d'innovation collaborative interne et externe, qui sont d'autres sujets sur lesquels Hype va pouvoir apporter des solutions pertinentes. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Merci encore Jacques et Grégory. Et à très vite. On se retrouvera rapidement début février pour partager sur le livre blanc sur les priorités des directions innovation en Maroc. On aura le plaisir d'avoir avec nous Jacques. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous et à très vite, j'espère. À très bientôt. Bonne À journée. très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci.